Bonsoir à tous. Suite de la lecture du Rivarol numéro 3446 du 12 novembre 2020. Allons directement en pages 6 et 7 où nous allons lire ensemble l'article de Paul Sigaud, Élection américaine, Trump croit encore à sa victoire par les juges. Donald Trump décapité. Sa tête en effigie pend au bout d'une corde sous les fenêtres de la Maison-Blanche. Il pourrait la voir en se penchant vers le square Lafayette, qui s'étale de l'autre côté de la rue à moins de 100 mètres. La foule haineuse et euphorique gesticule dans les allées en brandissant des pancartes bricolées dans du carton. « Dehors! Dégage! Fasciste! 4 ans, ça suffit !» L'air est doux pour un mois de novembre, presque parfumé. Les arbres déplumés s'agitent doucement. Une sourde clameur monte de l'asphalte encore mouillé de la veille. C'était samedi. Curieux retour de l'histoire. La Maison-Blanche transformée en château de Versailles, Trump dans le rôle de Louis XVI. Il ne manquait plus que le marquis venu apporter aux insurgents la liberté dont, selon lui, les Français étaient privés. Et c'est à lui, noble libéral, que l'on jette maintenant sur le sol américain la tête d'un chef d'État, comme pour lui dire « Celle-là aussi était à couper ». Quoi ? Les Américains sont-ils devenus fous ? Les aristocrates et les soldats volontaires pour le Nouveau Monde sous le drapeau fleur-de-lys n'ont-ils franchi l'océan que pour semer la révolution ? Chasser les Anglais, oui. Prêcher la discorde, non. Lafayette, statufié dans son square sous les yeux du pouvoir exécutif, est-il le rappel d'une alliance heureuse ou un juge permanent ? Qu'a donc fait Trump pour subir un tel sort ? Il a remis en jeu son mandat comme l'exigeait la Constitution. Il a organisé des élections comme le veut la démocratie. Mais le soir du vote, les urnes ont prétendu ne pas pouvoir donner le nom du vainqueur. Est-ce sa faute si, dans une poignée d'États, la compétition se jouera à quelques dixièmes de pourcent de voix près ? Trump est déçu. Ou plutôt, il enrage. Après tant de gigantesques rassemblements enthousiastes, durant la dernière ligne droite, il pensait rafler la mise, une fois éteints les lampions de la fête. Mais non. On joue les prolongations. On continue à ouvrir des enveloppes et à répartir les bulletins. Il y en aurait encore 600 000 à dépouiller, juste assez pour assurer la victoire. Ce délai qui a tout enrayé, c'est un coup des démocrates. Exploitant le Covid-19, ils ont fraudé. Comme de vulgaires mafiosos, ils ont triché. Trump en est sûr. Depuis des mois, il sentait venir le piège. L'appel au peuple a été corrompu, clame-t-il, par des irrégularités qui minent ses chances de gagner. On est en train de lui voler son second mandat. Il se débat, il en appelle à la justice, prend à témoin ses partisans, évoque une nation menacée dans ses principes. Indigné, il s'accroche. C'est un lutteur. La rue le vomit. Dans le bureau ovale, il est devenu une bête traquée. Ses avocats le sauveront-ils ? Peut-être. Un espoir. Les médias le piétinent pour créer une situation de non-retour, un blocage irréversible destiné à compromettre toute contre-attaque, à le faire passer pour un allumeur de guerre civile. Le New York Times titre à la une « Biden bat Trump ». Le Washington Post le suit « Biden élu 46e président ». Sans scrupule, les chaînes ABC, NBC, CBS, CNN et même Fox ont porté au nu samedi soir, avant les feux d'artifice bleu, blanc, rouge et la jubilation de Joe et Jill Biden, sur le podium du Delaware, une Kamala Harris triomphante, première femme à accéder à la vice-présidence. Fait accompli, inclinez-vous, réjouissez-vous. Enterrement de première classe pour Trump. La rage méprisante distillée contre lui par les médias pendant 4 ans s'est muée brusquement en hypocrisie moqueuse. Le quatrième pouvoir, de plus en plus dictatorial, dicte sa loi, anticipe, décide des affaires publiques alors que rien n'est encore officiel.
Les dépouillements de bulletins de vote se poursuivent et se poursuivront tant que les autorités de chaque État contesté n'auront pas annoncé qu'ils sont terminés. Et cela pas avant que les juges aient tranché. Sans doute faudra-t-il encore un peu de temps. Ce temps en suspension qui permet à Biden de gesticuler sur tous les écrans. Je suis le président de tous les Américains. Le premier jour d'un grand changement est arrivé. Corrompu, incompétent et manipulé, le démocrate lâche devant lui les tentacules du Deep State. Avec Biden, l'ennemi est dans la place. Un couteau à 2 lames. Une virée chez cet ennemi en Pennsylvanie, État de la côte atlantique. Du gouverneur au simple shérif et à tous les étages de la hiérarchie, les démocrates y règnent sans partage. Ils le font sentir dans les rues, les vitrines, les contacts humains. Gare aux faciès intantinés rebelles, aux sans-masques ironiques, aux récalcitrants patentés. Même arrogant subtil dans les bureaux de vote. Décor classique, tables, chaises, tableaux d'affichage. Partout traînent d'énormes boîtes en carton à demi ouvertes. L'atmosphère semble fébrile. On dépouille ce que le bon peuple avait sur l'estomac. On s'affaire en silence autour de ces humeurs démocratiques. On classe bien sagement les orientations nationales dans de grandes corbeilles médiatiques, métalliques. L'ordre, la méthode, les principes américains. Impeccable. On s'y laisse prendre. D'autant qu'au mur trônent, pour donner le change, en nombre et en dimension équivalente, des posters des 2 candidats en lice pour la Maison-Blanche. Joe Biden, le patron des lieux, avec toujours le flamboyant rictus des septuagénaires contents de leur sort, et Donald Trump, l'œil vrillant, la mâchoire crispée, avec en l'occurrence l'air d'un président scotché, impudemment à sa fonction. Malin le préposé à la décoration, sous couvert de neutralité, il torpille en douleur l'homme à abattre. C'est le Trump des mauvais jours qu'il a choisi, comme par hasard. Message reçu. Que cache donc ce décor de tendre et naïve opérette ? Une fraude aussi discrète que massive, tout simplement. Une fraude, c'est-à-dire le problème central, explosif, des élections du 3 novembre dernier. La terrible et ultime machination du Deep State contre le patriote en chef, le cancer destiné à ronger jusqu'à la putréfaction les derniers jours d'un mandat honni. Une fraude avec les multiples spectres qui la composent. Illégalité, calcul, mensonge, sournoiserie, haine et trahison. Dans ce drame, le couteau de la fraude est à 2 lames, l'une pour Trump, l'autre pour le peuple. L'une pour le promoteur du populisme, l'autre pour les citoyens qui ont eu tort de le suivre. Une fraude donc, mais laquelle ? On ne découvre aucun indice, on ne voit aucune trace, on ne soupçonne aucun stratagème. En apparence, rien. La réalité s'avère plus subtile. Ce bureau de vote de Pennsylvanie a pratiqué, comme beaucoup d'autres, le système de l'apartheid. Mais un apartheid en miniature. D'ordinaire, chaque bureau de vote a l'obligation d'accueillir en nombre égal 2 groupes de contrôleurs chargés de veiller à l'honnêteté des opérateurs qui ouvrent les enveloppes, classent les bulletins, puis les comptent. Une vigilance double, bien sûr, une délégation de démocrates et une autre de républicains. Cette fois-ci, le responsable de ce déversoir de Vox Populi décida que les représentants républicains étaient de trop, dans un cadre qui exigeait une stricte unité idéologique. On interdit donc l'accès du local à ces empêcheurs de trafiquer calmement en rond. Contraints de rester à l'extérieur, ceux-ci mobilisèrent leur énergie à protester avec véhémence, sous les encouragements d'une foule grossissant d'heure en heure. À l'intérieur, toutes les conditions pour frauder se trouvèrent réunies. Car comment expliquer une telle exclusion sans un effort délibéré pour tricher sans témoin ? Et pourquoi les démocrates ont-ils amplifié continuellement dès le printemps dernier les risques de contagion dus au Covid-19, si ce n'est pour inciter les Américains à fuir les bureaux de vote,
à rester bien calmement chez eux, à l'abri d'atmosphères viciées. Et pourquoi ces mêmes démocrates, une fois terminée cette phase d'intoxication, ont-ils consacré des dizaines de millions de dollars à persuader les électeurs qu'il leur fallait absolument livrer leurs cogitations électorales aux sacs postaux, si ce n'est pour pouvoir frauder plus facilement? Tout se tient. La stratégie vient de très loin. Sa préparation et son déroulement ont été minutieusement calculés. D'abord, le terreau psychologique. On a trop souvent expliqué l'acharnement de la gauche à vouloir dramatiser les effets du virus par l'utilisation que les manipulateurs globalistes pouvaient tirer de cet asservissement. C'est vrai, le panurgisme s'épanouit dans la peur. Mais aux États-Unis, il y avait un objectif plus précis, plus immédiat, dans les préoccupations des planificateurs à long terme. Il y avait ce vote par correspondance, solution miracle pour enfin virer Trump. Le Deep State avait tout essayé. Les bombes scandaleuses de la Russie et de l'Ukraine, beaucoup de bruit pour peu d'effet. Le mitraillage spectaculaire d'une destitution, tension maximum pour peu d'éclat. Après ces deux pétards mouillés, Trump montra une forme éblouissante. Les victimes indemnes puisent une force inouïe dans les scénarios qui ont déraillé. Restait ce parfait alibi offert par la Poste, qui a besoin de temps entre les gestes de l'expéditeur et ceux du destinataire. Un temps précieux durant lequel des sacs entiers paraissent s'évanouir dans la nature, pendant lequel tout devient possible, y compris la dextérité des fraudeurs. L'attitude des démocrates s'avère éminemment suspecte. Ils avaient vraiment besoin d'une fraude pour gagner. Biden ne pouvait entrer à la Maison-Blanche que sur des votes corrompus. Lorsque tous les bulletins légaux seront comptés, martèle Trump depuis mercredi, et que les bulletins litigieux seront rejetés, on s'apercevra que j'ai gagné. C'est désormais l'axe central, le leitmotiv de la contre-attaque déclenchée par le pouvoir républicain. Il va falloir, comme dans l'Évangile, séparer le bon grain de l'ivraie. C'est dans ce sens que Trump ajoute « Nous voulons l'ouverture et la transparence. Le peuple américain mérite d'avoir un système électoral intègre. Nous allons tout entreprendre pour que cette intégrité soit désormais la règle. » Qui, nous? Une équipe de pointe. 5 personnages convaincus, des pros capables de déceler n'importe quel coup tordu. Rudy Giuliani, ancien maire de New York, Pam Bondi, ex-ministre de la Justice de Floride, Jay Sekulow, avocat personnel de Trump, Corey Lewandowski, l'artisan de ses premiers succès dans les primaires de 2016, et Sidney Powell, qui a réussi à arracher des griffes du Deep State l'ancien conseiller pour la sécurité nationale, Michael Flynn, un exploit, une référence. Une monstrueuse élection. 5 personnages en quête de fraude. L'élection se poursuit, mais avec un autre visage, d'autres ressorts, et sur un autre terrain. Beaucoup plus réduit, non pas les 50 États, mais 5 seulement. Les 5 dont Trump a besoin pour un second mandat, et les 5 que Biden prétend avoir déjà remportés. C'est désormais le champ de bataille, l'ultime réduit, le trophée à conquérir. Géorgie, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Arizona et Nevada. Chacun de ces États est doté, comme les 50 de la Fédération, d'un certain nombre de grands électeurs correspondant à son poids démographique. Les 3 derniers États en comptent respectivement 20, 11 et 6, soit 37 en tout. Ajoutés aux 31, 16 plus 15, grands électeurs des 2 premiers États, ils donneraient la différence dont chacun a besoin pour atteindre le chiffre fatidique de 270. C'est ce qu'on appelle le collège électoral, par opposition au suffrage populaire, qui tient compte du vote individuel, mais n'a pas d'impact direct sur le résultat de l'élection présidentielle. Toute l'attention se concentre ici sur les grands électeurs, qui constituent le fameux collège électoral. C'est une démocratie fédérale.
à un étage. Les États jugés au premier écrasent le rez-de-chaussée réservé à la masse. Cette masse qui attend le gong. Selon les médias, près de 74 millions d'Américains ont voté pour Biden, plus de 70 millions pour Trump. Qu'importe. En Géorgie, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie, en Arizona et au Nevada, où l'on compte et recompte les bulletins, les chiffres qui mobilisent ne dépassent pas quelques dizaines de milliers. On se trouve dans l'infiniment petit. Or, bien que l'agence de presse AP, Associated Press, ait déjà prématurément fait basculer les 3 derniers États en faveur de Biden, dotant le démocrate samedi matin de 290 grands électeurs, désinformation qui déclencha la rumeur planétaire de sa victoire samedi soir, il est encore trop tôt pour confirmer le résultat de cette monstrueuse élection. Suspense atroce, les résultats qui défilent sur un rythme lent au tableau d'affichage, comme le goutte à goutte d'acide des supplices chinois. Et lorsque la dernière goutte sera tombée, lorsque tout s'arrêtera, lorsqu'il n'y aura plus une seule enveloppe à ouvrir, Biden vainqueur? Pas encore. C'est là qu'intervient l'équipe de la contre-attaque judiciaire des Républicains. Il lui faudra des preuves, et même des preuves irréfutables, car les juges sur cette série de dossiers penchent plutôt à gauche. C'est la dernière carte de Trump. Démontrer jusqu'à l'évidence que les démocrates ont bourré les urnes de bulletins Biden, qu'ils ont fait voter des morts, des illégaux, des falsificateurs qui ont gentiment signé pour des milliers de nonagénaires en maison de retraite, qu'ils ont soudoyé des postiers afin qu'ils perdent mystérieusement les voix recueillies dans les circonscriptions votant à droite. Cette équipe est en train de mettre à nu tous les stratagèmes possibles et imaginables du parfait corrupteur d'élections, pour convaincre les juges de ne pas tenir compte des bulletins suspects, pour leur démontrer que le vote par correspondance est bien un piège. Cette équipe sera-t-elle entendue? Tout le problème est là. Si on ne remet pas en cause les résultats des 5 États cités plus haut, Biden sera impossible à rattraper. Cependant, les républicains conservent un espoir en Pennsylvanie. Les autorités décidèrent d'y accepter les sacs postaux arrivés avec 3 jours de retard. En avaient-elles le droit? Non, répond la Cour suprême, qui exige qu'ils soient entreposés à part et sous clé. Belle victoire des républicains. Il en faudrait d'autres, beaucoup d'autres, pour compenser les revers essuyés ailleurs. De précieux contrôleurs. Le contraste pourrait devenir saisissant entre les espoirs mis par les républicains dans les procès intentés contre les fraudeurs et les verdicts très mitigés qui en émergeront. Pourtant, cette stratégie judiciaire avait commencé dès le printemps, tambour battant, dans les 2 camps. Une stratégie en 3 phases. 1. La bataille autour des lois électorales. Presque tous les États fédérés ont des lois particulières régissant le déroulement des consultations populaires. Ces lois peuvent aller de la plus stricte exigence au plus dangereux laxisme. Il existe des États qui imposent aux votants la présentation d'une carte d'identité avec photo et d'un certificat de nationalité. À l'autre bout du prisme, d'autres États ne réclament aux votants aucun document officiel, une simple signature suffit. Même pas de preuve de résidence, encore moins de témoins. On l'aura compris, les États contrôlés par les démocrates se montrent les plus tolérants et les États républicains les plus rigoureux. Durant des mois, les batailles judiciaires se sont greffées sur cette constatation. La gauche a défendu le statu quo en pensant qu'il ferait le lit du vote par correspondance, tandis que la droite tentait de renier ces situations acquises en sachant qu'elles empoisonneraient les élections. La droite marqua des points, mais la gauche en rafla davantage. Surtout, elle afficha dans cette opération une vigueur, une efficacité qui aurait dû inquiéter. 2. La bataille autour des bureaux de vote. Il s'agit de la présence de contrôleurs appartenant aux 2 camps durant les opérations de vote. On a vu leur importance, en Pennsylvanie notamment. On comprend mieux depuis la publication des résultats, l'utilité de leurs fonctions. Ces contrôleurs peuvent être les premiers témoins d'une fraude. Et surtout,
ils peuvent dissuader des tentatives d'irrégularité. Or, curieusement, les républicains ont pendant des décennies complètement négligé ce problème. C'est sous Trump en 2017 que le Republican National Committee se décida à intervenir sur un terrain où les démocrates s'organisaient depuis les années 80. La droite ne parvint pas à réduire un tel handicap. Il lui a fallu en peu de temps, définir une tactique, recruter des volontaires et les former, choisir des avocats et les spécialiser dans les méandres de règlements tous différents d'un État à l'autre. Tâche titanesque. La droite paya sa négligence de bourrage d'urne qu'elle aurait pu éviter. 3. La bataille autour du dépouillement. Là aussi, les démocrates ont récupéré les dividendes de leur combativité. Ils ont recruté 1 millier d'avocats avant de les répartir sur le territoire américain, puis, dès le 3 novembre, de les concentrer sur les États clés. Tous sont pilotés par une cellule de guerre où l'on retrouve les plus fines lames du droit, afin que l'affrontement reste implacable jusqu'au bout. En face, l'équipe de la Maison-Blanche paraît solide. Ce qui lui manque, selon certains conseillers, une structure, un chef et une ligne d'action. Trump excelle dans les relations publiques. Il flanche dès qu'il s'agit d'organiser. Une coalition et des sondages. Au-delà du duel entre les deux représentants du bipartisme américain, plusieurs éléments, mais deux surtout, caractérisent ces élections exceptionnelles. Elles le sont justement parce que l'on retiendra d'elles dans le long terme, une fois retombées les clameurs et les passions du 3 novembre. D'abord, la coalition Trump. L'une des principales leçons à tirer de ces élections se situe dans le legs que Trump laissera aux États-Unis. Qu'il gagne ou qu'il perde. C'est précieux, un legs national, parce qu'il peut durer plus d'une génération. En 2016, on a cru que sa coalition, composée de ruraux réactionnaires et de citadins sans diplôme, allait être une bulle politique aussi légère que bien d'autres. Cette erreur explique ses succès mardi dernier. Trump a remporté le Texas, la Floride, l'Ohio, l'Iowa, de gros réservoirs de voix, ce qui n'aurait pas été possible sans la transformation, au cours de ces 4 dernières années, d'une impulsive coalition en un bloc solide. Ce bloc a permis au national-populisme de s'installer durablement dans le paysage américain. D'abord en électrisant les candidats républicains aux assemblées locales. Leur très récent succès, un peu partout dans le pays, prouve que l'avenir d'une idéologie dépend surtout de son implantation. Ensuite, en intégrant la vieille guerre culturelle avec toute une panoplie de thèmes éminemment porteurs, comme la tolérance religieuse, la lutte contre l'avortement, l'hostilité au mouvement LGBT, la redécouverte du patriotisme et le respect de l'histoire. Enfin, en creusant davantage le fossé qui sépare le monde du travail des élites globalistes, dont le mépris hautain et l'égoïsme viscéral avaient déjà grandement contribué à la percée de Trump dans les primaires républicaines en 2016. 4 ans plus tard, le bloc national populiste s'est renforcé par l'adjonction d'un fort pourcentage de 2 minorités. Les hispaniques, de la 2e et 3e génération, sensibles surtout à la bonne santé de l'économie, et les Noirs furieux de constater que les démocrates se sont servis d'eux depuis qu'ils ont le droit de voter. Autre caractéristique de ces élections, des sondages épinglés. Dès le début de l'été, les instituts d'opinion publique fournirent à la grosse presse, qui s'en délecta, des résultats mirobolants pour Biden. Celui-ci devançait Trump d'une douzaine de points en moyenne. On n'avait jamais vu pareil écart dans une élection présidentielle. Loin de s'inquiéter, les républicains se gaussèrent et expliquèrent l'outrance de diverses façons. Des échantillons vieillis et donc rendus obsolètes par de profonds changements des mentalités. Des questions maladroites, trop abruptes, ayant troublé le sondé jusqu'à le décider à répondre n'importe quoi. Un étranger au bout du fil, par définition suspect, n'obtenant que des confidences coulées dans le politiquement correct.
Ces erreurs et mensonges traduits en pourcentage injectèrent aux candidats démocrates une overdose de confiance. Mais ces sondages, en apparence extravagants, ont pu dissimuler une véritable stratégie. Bâtir artificiellement pour Biden une position imprenable dans l'opinion publique pouvait avoir trois avantages. D'abord, engranger des dollars. Un candidat capable d'avoir un impact spectaculaire dans le pays est à suivre, à encourager, à pousser jusqu'à la victoire. Une fois le processus lancé, les fonds suivent d'eux-mêmes. Ensuite, appauvrir l'adversaire. Phénomène inverse du précédent, l'argent va à celui qui est porté par l'opinion. Celui qui traîne dans les sondages n'obtient que des lots de consolation. Enfin, saper le moral. Celui du rival plonge aux abîmes lorsqu'il a devant lui un gaillard avec 12 points d'avance. Avec quelle fortune le rattraper? Car ces élections, comme toutes les précédentes, ont été une affaire de gros sous. Biden avait ouvert devant lui tous les coffres de Wall Street, sans parler de ceux de George Soros. Sa campagne aura dépensé en tout 1,4 milliard de dollars contre 864 millions seulement pour le président Trump. Paul Sigaud, Rivarol, numéro 3446 du 12 novembre 2020. À bientôt.